Et bienvenue sur Watchlist. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. De la Chine, 我在北京 des actions, mais je voulais quand même commencer par les élections législatives anticipées. Alors, cette dissolution a pris quand même pas mal de gens de court, hein. Surprise, motherfucker! Il faut comprendre le risque très important que court la France à cause du front de gauche. Par rapport à mon histoire personnelle, le communisme, pour moi, c'est la pire des choses. Alors, d'un point de vue économique, c'est le pire, mais d'un point de vue sociétal, c'est vraiment une catastrophe. C'est juste mon avis, faites-vous vos propres idées, mais pour moi, c'est ça le risque principal. En revanche, d'un point de vue boursier, il y aura des opportunités. Ça va probablement encore tanguer entre le premier et le deuxième tour. On aura probablement des opportunités, mais il va y avoir aussi des risques. Donc on va essayer d'en parler un petit peu. Alors, premièrement, l'auteur de ce tweet, Mark Vanguard, c'est un compte que je suis qui est plutôt bien et qui amène pas mal de chiffres et de données statistiques. Il a rappelé ce tweet d'Emmanuel Macron qui date de 2018 sur le nucléaire. Concrètement, 14 réacteurs seront fermés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. En même temps, j'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. C'est une personne qui est capable de dire tout et son contraire, qui avait commencé à enclencher un mouvement qui a été très dommageable pour la France et pour l'économie française, pour les petites entreprises, pour les artisans, pour tout le monde. On consomme tous de l'électricité et c'est vraiment une catastrophe. Parce que c'est notre projet! On pouvait pas en attendre du bien. C'était le ministre des Finances de François Hollande, le pire président de la Ve République. C'est une catastrophe. Il a mené le pays à sa ruine, à sa perte. Et en 7 ans, d'un point de vue sociétal, c'est une catastrophe. Ensuite, un peu plus de légèreté. Donc, je vous partage cette affiche du nouveau Front Populaire qui, donc voilà, vous propose de faire confiance à des professionnels. Ça, c'est très important parce que forcément, pour certaines choses, c'est toujours mieux d'être en confiance et de faire appel à des personnes qui sont spécialistes dans leur domaine. LVMH, c'est un des fleurons français de notre économie, qui risque de tanguer un petit peu parce que effectivement, si le front de gauche passait massivement au deuxième tour, on aurait quand même des incertitudes sur la possibilité que le front de gauche gagne les élections et le titre LVMH pourrait en lui-même tanguer énormément parce que il est dans le collimateur des rouges et donc ça représenterait peut-être probablement même une belle opportunité d'achat parce que bien sûr la boîte est magnifique. Les risques d'avoir le front de gauche au pouvoir sont quand même un petit peu moins probables que les autres scénarios. Heureusement, Dieu merci. On va se pencher quand même maintenant sur les actions. Je voulais pas être trop long par rapport aux élections. Sur les actions, il va falloir faire le tri, il va falloir être agile. J'ai essayé de passer en cash sur mon PEA en partie. J'ai essayé aussi de débloquer un peu de cash pour pouvoir trouver des opportunités. Pour l'instant, j'ai des marges de manœuvre pour anticiper la suite des événements. Dès vendredi, on a la Fed, on va avoir les élections donc dimanche, et ensuite on va avoir la saison des résultats. Donc là, on a sur le mois de juillet jusqu'à fin juillet, on va avoir une période qui va être très intense. Alors, première information, la Chine, les obligations chinoises, pas comme les obligations françaises, sont à leur plus bas depuis 2002. Alors ça, c'est assez exceptionnel, parce que les obligations, plus elles sont basses, mieux c'est, d'un point de vue de la valeur. Et notamment, je sais pas si vous vous rappelez, quand les obligations américaines ont passé la barre fatidique des 5, on avait eu un achat massif parce que les gens se sont dit, ok, on n'ira jamais plus haut que 5, ça va forcément redescendre, donc il faut se positionner maintenant. Et ça avait eu un effet de seuil, entre guillemets. Là, 2, 2,5, c'est vraiment assez impressionnant pour les obligations chinoises. Dites-vous que si vous avez acheté à ce moment-là, vous avez fait une performance, ma foi, assez magnifique. Deuxième sujet, encore concernant la Chine, le fonds d'investissement Man prévoit un rebond du marché chinois, notamment parce que on va avoir quand même des politiques publiques sur 2024 qui vont booster les valeurs. Alors moi, ça fait depuis pas mal de temps que je dis à chaque fois, oui, il va y avoir un plénum du Parti communiste, ils vont annoncer des mesures, ça va boomer au niveau du marché. Pour l'instant, ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu un petit rebond en début d'année, mais
On a quand même un plénum du parti communiste en juillet, là, qui va arriver, et peut-être qu'on va avoir quand même des mesures un peu plus fortes sur 2024 qui vont rebooster un petit peu les marchés chinois et qu'on ait enfin ce rebond violent qu'on attend tous et qui pourrait créer une très très belle opportunité de gain sur les valeurs chinoises. Il faut quand même faire un peu de stock picking, c'est important. D'autant plus que là, on a des prévisions par les économistes, notamment sur cet article de Bloomberg, sur une augmentation du PIB chinois grâce au rebond très fort des exportations depuis la Chine. Et forcément, si les exportations augmentent pour la Chine, on va avoir des rentrées d'argent assez importante pour libérer des marges de manœuvre et pour booster l'économie chinoise grâce à ses exports. Donc ça devrait être encore un levier pour que la situation économique chinoise s'améliore. Dans ce contexte, j'ai souhaité investir dans Weibo. Weibo, c'est un peu le Twitter chinois, hein. Ils ont un nombre d'utilisateurs qui est assez impressionnant. Et ils ont une valorisation qui est catastrophique. C'est-à-dire que là, depuis... Alors, ça a même continué à baisser encore hier. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 8,04 ou 0,2, donc ça a encore baissé, ça a encore pris peut-être moins 3%, donc voilà, Weibo, le cours de l'action est catastrophique, il est en train l'ADR est en train de se casser la gueule. Alors attention, c'est un ADR, attention, vous achetez un VIE, etc., etc. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites, un précédent épisode de Watchlist sur lequel on parle des VIE, mais en tout cas, concernant Weibo, on a une valeur qui est ultra décotée, elle a pris excessivement cher et on va en parler. Alors moi je me suis positionné sur la valeur, bien sûr comme d'habitude ça ne représente pas un conseil d'investissement, je vous explique seulement ce que j'ai fait. Alors on a déjà un PER qui est très faible, hein, 7,66 et qui va continuer de baisser vu la valorisation de l'entreprise, et en 2024 on a une capitalisation qui a 2 milliards de dollars, donc c'est pas énorme, hein. On arrive quasiment à une capitalisation sur CA qui va être en dessous des 1 et la valeur de l'entreprise sur CA est en dessous de 1. Donc là on a déjà une bonne indication, seulement 2 fois les free cash flow commencent à être sur des niveaux de valorisation qui sont complètement débiles. C'est très faible. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant, c'est que vous avez une trésorerie nette qui a 1,6 milliard en 2023. On est à 2,6 milliards de capitalisation. Vous voyez le délire, c'est que déjà, sur l'action Weibo que vous détenez, vous avez de la trésorerie à plus savoir qu'en faire. Théoriquement, juste si on prend la trésorerie, qu'on prend la capitalisation, on a juste 1 milliard. Donc l'entreprise vaudrait seulement 1 milliard. Voilà, pour une entreprise de la qualité de Weibo. Donc c'est assez hallucinant. On a des ROE qui sont somme toute corrects. C'est même pas que l'entreprise est en solde. Là, c'est la 10e des marques, hein. Écoutez, ça peut toujours descendre à 7, 6, que sais-je. Hein. Mais voilà, on a une entreprise qui, par contre, c'est important de le signaler, a une marge nette qui s'est vraiment dépréciée. Pourquoi la marge s'est dépréciée? L'entreprise a eu des problèmes de taux de change qui ont grévé la marge nette de l'entreprise. Et la marge d'exploitation baisse. Le chiffre d'affaires tout de même baisse, donc ça c'est important. C'est aussi lié aux dépenses de communication des entreprises, parce que vu que c'est une plateforme, un réseau social, le principal revenu de Weibo, c'est des revenus publicitaires. Forcément, si l'économie va bien, vous allez avoir des entreprises qui vont dépenser pour faire de l'acquisition de clients. Si l'économie va mal, vous avez des entreprises qui vont réduire un petit peu leur budget de communication. Mais vous avez un nombre d'utilisateurs quotidien sur Weibo, c'est 255 millions de personnes tous les jours qui sont sur Weibo et qui l'utilisent. Donc autant vous dire que vous touchez 1/6 de la population de la Chine, et surtout vous touchez une population plutôt upper middle class. Est-ce que le cours boursier de Weibo a suivi cette courbe? Que nenni. Donc peut-être qu'il faut se poser la question. Moi, je vous donne les informations, faites-en ce que vous voulez, mais en ce qui me concerne, je suis investi sur Weibo, et si ça continue de descendre, probablement que je réinvestirai dans cette valeur. Pays merveilleux! Autre valeur intéressante, voilà, Andritz, c'est une valeur autrichienne, c'est une entreprise industrielle, qui est d'ailleurs éligible au PEA. Pour moi, c'est vraiment une très belle valeur qui bénéficie d'un moat important. Alors, j'ai fait une présentation de l'entreprise, j'ai fait une vidéo. Cette vidéo sera probablement publiée sur la chaîne de Victor Ferry, donc sa chaîne d'investissement. Il fait une opération avec un colloque où il donne la parole à des créateurs. Et donc, je participe. Quand la vidéo sortira, bien sûr, je mettrai un petit message sur la chaîne. Donc, j'en dis pas plus, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une valeur qui vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. C'est une entreprise d'ingénieurs.
vous savez, c'est des genres de boîtes que j'aime beaucoup, comme GTT, hein, par exemple, qui est une entreprise aussi d'ingénieurs, qui a des brevets, qui représentent un moat assez intéressant. C'est des entreprises qui ont fait de l'innovation leur levier de croissance. Et ça, j'aime beaucoup. Je me suis amusé à passer Andritz au feu du Battle Royale Ranking. On a un score qui est vraiment très bon, hein, 67,92 par rapport à meilleur que Cisco, meilleur que Epiroc. On est quand même pas sur les niveaux de Evolution AB, hein, parce que là, on est vraiment au top du top. Mais voilà, Andritz se défend très très bien avec un score qui est tout à fait honorable, 67,92. Alors Rémi Cointreau, j'ai pris une petite valeur, j'ai pris juste une action Rémi Cointreau. Je considérais que à 79, je crois à peu près, on était quand même assez bas. Donc j'ai juste pris une seule action pour me permettre de mieux suivre la valeur, hein, parce que on peut suivre des valeurs, les avoir en watching list, mais quand on les a en portefeuille, c'est quand même vraiment différent. Et donc, je voulais un petit peu m'intéresser à cette entreprise. C'est une boîte qui est quand même assez chouette. Ils ont une politique de, c'est plus de la premiumisation, hein, là, c'est vraiment du super luxe, qui est vraiment plutôt intéressante. Alors effectivement, on n'a pas le vent dans le dos, hein, chez Rémy Cointreau, notamment les problèmes avec la Chine sont quand même compliqués. Et puis, les problèmes aussi aux États-Unis, hein. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe sur la deuxième partie de l'année. Il y a aussi une question aussi de déstockage, donc on verra. On va voir comment ça se goupille par la suite. Mon portefeuille Interactive Broker, j'ai débloqué un petit peu d'argent. Alors comme vous voyez, j'ai un taux de rendement qui est pas excellent, hein. On a ouvert le portefeuille qu'en février, hein. Il faut quand même laisser le temps au marché et aux valeurs de faire un delta par rapport au prix d'achat. Donc forcément, le temps ensuite va faire son œuvre, hein, au niveau du portefeuille. Dernièrement, j'ai acheté un petit peu de Cisco pour renforcer. J'ai racheté un peu de Yum China aussi pour renforcer parce qu'on était passé en dessous de mon prix d'achat. Et j'ai aussi acheté du yen japonais. Alors je vous en parlerai un peu plus en détail. Voilà, vous voyez, j'ai 256 000 et quelques yens japonais. Ça représente à peu près 1500 euros. J'ai pris une petite position pour voir un petit peu. On va voir comment ça tourne, hein. J'espère que j'ai pas fait une connerie, mais en tout cas, je vous documenterai la suite des événements si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu si je me suis trompé ou pas. Le portefeuille, hein, Evolution AB, bon voilà, une valeur magnifique, qui a pris quand même pas mal cher depuis que j'en ai acheté, j'hésiterai pas à renforcer, c'est évident. RVRC Holding, ça c'est du textile. Alors j'aime bien la valeur, j'ai une toute petite position, probablement que je vais essayer de renforcer un petit peu aussi. Andritz, on en a parlé. Interactive Broker, donc ça c'est le parrainage. Cisco, on en a parlé, j'ai une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Yum China, pareil, j'ai une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Mes thèses d'investissement n'ont pas changé, sauf que là sur Yum China, on a un prix qui est quand même assez exceptionnel. Et Epiroc, pareil, j'ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est plutôt cool d'avoir du Epiroc et c'est une valeur que je n'hésiterai pas à renforcer. Même à la hausse, hein, il faut savoir aussi renforcer à la hausse pour augmenter la taille de sa position. Alors, le yen japonais. Comme vous le voyez ici, donc c'était à peu près au 1er mai, hein, il y avait eu cette mèche, hein, absolument gigantesque. La Banque du Japon était intervenue, c'était surtout parce qu'il y avait trop de spéculation sur le yen. Il y avait des mouvements qui étaient trop importants et donc la Banque du Japon est venue pour mettre le holà sur ces manipulations entre guillemets de marché, ce qui n'a pas empêché ensuite le yen, hein, de continuer sa descente aux enfers par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Ceci étant dit, on a dépassé, hein, parce qu'on était à peu près au plus haut, c'était à peu près 171. Actuellement, on a dépassé cette barre fatidique qui est à 172. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai vu que PowerTrade avait fait une vidéo sur le sujet. Bon, je ne doute pas que, puisqu'il en a déjà parlé dans d'autres vidéos, lui, sa théorie, c'est que le yen peut tout à fait continuer à perdre de la valeur face à l'euro et face au dollar. Et en ça, il explique qu'il est en désaccord avec les théories de Charles Gave concernant le yen japonais. Mais de mon point de vue, on a atteint un palier. Après, voilà, je pense que j'ai pas pris non plus une position énormissime en yen japonais. Je pourrais toujours en reprendre un petit peu. On verra un petit peu comment ça tourne. Mais surtout, ça m'intéresse de vous documenter ça. Moi, je me suis quand même basé sur cet article qui date d'aujourd'hui, hein, sur le fait que le ministre des Finances, Suzuki, a indiqué qu'il était prêt à intervenir sur le marché des taux de change après la chute du yen à nouveau au plus bas depuis 38 ans par rapport au dollar. Il est souhaitable que les taux de change se déplacent de manière stable. Des mouvements rapides, unilatérales, ne sont pas souhaitables. En particulier, nous sommes profondément préoccupés par l'effet sur l'économie. Donc, il a déclaré
le ministre des Finances japonais. Mais les analystes doutent que ça bouge plus que ça, et ils doutent même que l'intervention puisse inverser la marée du yen faible, qui est principalement motivée par l'incertitude sur la vitesse à laquelle la réserve fédérale américaine commencera à réduire les taux d'intérêt. Il va falloir qu'on soit prudent sur le yen, mais donc la situation peut continuer à se dégrader pour le yen japonais, hein, mais il devrait y avoir à un moment un changement. Et pour ça, je me base sur l'article de Charles Gave qu'il a publié pour expliquer pourquoi il conseillait de prendre du yen japonais. Donc, je vous invite à lire cet article pour Charles Gave. Le yen va donc retourner à la parité des pouvoirs d'achat, ce qui veut dire que je vais enregistrer un gain de 49% sur le yen, l'euro baissant de 40%, ce qui est bien pour une position défensive. Est-ce que le yen peut baisser encore? Bien sûr, mais le niveau actuel du yen est en train d'énerver passablement les Chinois, les Coréens, les Américains, les Allemands et les Mexicains. Il est donc très probable qu'un de ces jours, une opération internationale sera menée par la BOJ en liaison avec d'autres banques centrales pour ramener le yen à un niveau plus normal. Et si la BOJ ne veut rien faire, la Chine, qui a trop de dollars en réserve, peut se mettre à vendre ses dollars pour acheter du yen. Et en rebalançant intelligemment ses réserves de change, la BOC pourrait être aidée dans cette tâche par un grand nombre de banques centrales asiatiques qui ont toutes beaucoup trop de dollars et pas assez de yens. Pour résumer, on a un phénomène de marché à court terme, différence des taux courts entre pays, qui nous a amené dans une situation où l'une des plus grandes monnaies du monde, le yen, est sous-évaluée de plus de 3 écarts types, ce que je n'ai jamais vu de ma carrière, selon Charles Gave. Voilà qui fait peser un risque déflationniste immense sur les appareils industriels dans le reste du monde, et une intervention des banques centrales des autres pays devient nécessaire. Alors, si rien ne se passe, de nombreux pays vont ériger des barrières douanières contre les produits japonais. Et si cela arrive, je serai content, très content d'avoir beaucoup de cash dans le portefeuille pour pouvoir acheter des actions qui auront beaucoup baissé. Donc voilà, on a quand même une explication quand même assez rationnelle sur son positionnement sur le yen. Un autre marché asiatique qui m'intéresse, le Kospi. Le Kospi, pourquoi ça m'intéresse? Parce que il a plutôt sous-performé ces derniers temps, hein. Il a pas été exceptionnel. C'est un indice qui est très pondéré sur les valeurs technologiques. Autre sujet, le pétrole. Le pétrole, pour moi, c'est un amortisseur. Le pétrole, c'est ce qui va permettre, en cas de problème sur l'inflation, hein. Par exemple, on voit que l'inflation au Canada repart. Si jamais il y avait des ratés au niveau de l'inflation, le pétrole, être bien exposé au pétrole, ça permettrait d'amortir ce choc-là, hein, sur l'inflation, si éventuellement il y avait un échec des banques centrales à réguler l'inflation. Par ailleurs, le pétrole, ça reste un élément de base du fonds de portefeuille. C'est très sous-valorisé grâce à l'ESG. C'est des valeurs qui distribuent beaucoup de dividendes parce que c'est des entreprises qui génèrent beaucoup de cash. Je compte me positionner probablement, et parce que graphiquement, par exemple, sur la dernière vidéo dont je vous ai parlé de PowerTrade, parle de Parex, on voit que graphiquement on est sur un point qui peut être intéressant au niveau de l'entrée. Et vu que je veux augmenter ma position sur le pétrole et que l'entreprise Parex avait été magistralement analysée par l'OP Investissement, c'est une entreprise que j'apprécie et j'avais un peu loupé le train la dernière fois, et donc là, cette fois-ci, je pense que je vais me laisser tenter. How dare you! L'or, Barrick Gold, Newmont, c'est des valeurs pareilles, hein, dans une optique d'amortissement du portefeuille. Je pense que le cours de l'or va continuer d'être élevé, mais surtout, on voit là le cours de l'or, hein, alors il s'est un petit peu réaffaissé un petit peu, mais en tout cas, il faut voir que sur cette période-là, là, où le cours était à peu près à 2000, ça a impacté les résultats des entreprises et donc des minières sur une période qui est encore en cours. Et maintenant que le cours de l'or est à 2004, ça va impacter les résultats des minières sur les mois à venir. Et donc là, il n'a jamais été aussi haut. Les résultats mécaniquement vont augmenter. Et donc les prochaines publications de résultats des minières vont être forcément exceptionnelles, vont être de très bonnes factures. Et il y aura encore plus de free cash flow parce que tout simplement, mécaniquement, leurs réserves vont augmenter, leurs prix de vente vont augmenter. Et donc forcément, leurs résultats vont exploser, hein, à l'image de cette courbe. Personnellement, je suis positionné sur Newmont, mais j'hésiterai pas à me positionner aussi sur Barrick Gold, histoire d'avoir du canadien Québec is back, tabarnak! et de l'américain. Newmont, c'est quand même le leader incontesté des minières, notamment sur l'or, hein, mais aussi sur l'argent et sur le cuivre. Barrick Gold, ils sont positionnés aussi sur le cuivre, hein, donc vous savez que je suis très intéressé par ces métaux. J'ai aussi mon petit ETF, hein, sur le cuivre, hein, qui a plutôt bien performé, que je n'hésiterai pas à renforcer si jamais j'avais des liquidités en trop. Ah oui, 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 oui!
Voilà, donc pour l'or, pour moi, c'est une façon d'équilibrer aussi mon portefeuille, avec un effet de levier, avec aussi l'objectif de profiter de ce cours de l'or qui est absolument phénoménal. Et surtout, on sait que le cours de l'or sera soutenu par les achats réalisés par les banques centrales. Et donc, il y a encore des marges de manœuvre qui sont exceptionnelles. Donc, je suis particulièrement bullish sur ces valeurs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura amusé et vous aura appris des choses. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, Non, Vous l'avez dit. non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Vous êtes une légère exagération. Contre-humaniste, vous avez dit.